Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Une page enchantée. Je suis Roxane, en quête de ma propre spiritualité et la compréhension de mon histoire. Je vous emmène dans mon monde, dans mon introspection, à travers la magie des mots et l'envie de partager. Axée autour de mes découvertes, celles qui m'entourent, mes lectures, vers mes réflexions et questionnements. Je partage avec vous mon chemin vers l'éveil et mes prises de conscience. Au-delà de notre première lecture, il y a celle entre les lignes, que l'on ne décrypte pas, mais que notre âme encode. Selon moi, faire un travail sur cet encodage permet une introspection et une connaissance de soi pour prendre de la hauteur. Je vous invite donc à me suivre dans cette folle aventure qui va vous permettre de rentrer en communication avec vous-même. Cette partie trop souvent dissimulée, pleine de richesses, qui ne demande qu'à éclore pour être pleinement vous-même. Aujourd'hui, le podcast va être axé autour de nos parts d'ombre et c'est à travers le livre Explorer ses parts d'ombre et se retrouver soi de Chloé Bloom que je vais vous inviter dans cette aventure à chercher dans chaque recoin de votre être, à plonger dans les parties souvent ignorées ou refoulées de votre personnalité. C'est un chemin qui nous invite à reconnaître, comprendre et accueillir ce que nous avons tendance à fuir en nous-mêmes. Ce processus, souvent appelé shadow work, est essentiel pour l'épanouissement personnel. Cependant, il est important de rester critique, à mon sens bien entendu, face aux méthodes que l'on choisit d'adopter pour cette exploration et il ne s'agit pas d'accepter aveuglément toutes les théories, mais bien de choisir celles qui résonnent avec notre propre vérité intérieure. L'auteur Chloé Bloom, qui est connue sur de nombreux réseaux sociaux et aussi d'ailleurs pour ses podcasts, nous guide ici en nous parlant d'un maître dans l'art de l'ombre et de la lumière assez rapidement au niveau de son livre et c'est Rembrandt, ce peintre emblématique de l'âge d'or néerlandais, a brillamment utilisé la technique finalement du clair-obscur, un jeu de lumière et d'ombre dans ses œuvres qui fait ressortir la profondeur et l'intensité de la scène et c'est ce que j'aimerais vous amener à faire, c'est-à-dire faire ressortir la profondeur de votre être. Prenons par exemple son tableau. Si vous pouvez aller regarder à quoi il ressemble sur internet, La Ronde de nuit. Rembrandt y capte l'instant où les ombres jouent un rôle tout aussi essentiel que la lumière finalement. Et c'est là où je vais aussi aller voir, c'est de vous expliquer comment votre ombre a autant d'importance que votre lumière. Donnant envie dans ce tableau et dynamisant la scène à travers les couleurs et le jeu clair-obscur, cette technique, plus finalement qu'une simple approche esthétique, révèle la façon dont l'artiste voyait sa propre existence. Rembrandt, à travers sa maîtrise du clair-obscur, nous montre comment les luttes intérieures, les contradictions, les zones d'ombre ont nourri sa créativité en faisant sa propre force créative. Ce sont ses propres ténèbres qui ont alimenté son génie artistique. Et maintenant, je vous propose à vous d'aller découvrir votre zone de génie artistique à travers votre part d'ombre. En lisant d'ailleurs ce livre et en lisant cette partie sur Rembrandt, j'ai pensé à une image vraiment qui m'est venue, c'est celle de Peter Pan. Je vais pas vous raconter le conte, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Peter Pan à travers les Disney. Et Peter Pan, que l'on connaît tous, que l'on croit finalement de prime abord destiné aux enfants, cache en réalité une symbolique profonde, presque j'ai envie de dire initiatique. Ce garçon qui refuse de grandir, ce héros du pays imaginaire qui court après son ombre. Il la perd. Elle lui échappe, elle se détache de lui, elle semble même avoir sa propre vie, sa propre volonté, sa propre vérité. Ce détail du conte qui est souvent oublié ou survolé parce que c'est un moment qui est assez marrant et notamment dans le Disney, et pourtant il est incroyablement parlant ici et maintenant.
Peter Pan cherche à recoller à lui cette partie qu'il perd, qu'il a perdue, qui lui échappe, cette part de lui qui ne veut pas faire comme lui et qui s'oppose constamment à lui. Ce n'est pas là ce que nous vivons tous à un moment donné, être dans l'opposition et vouloir retrouver cette partie que l'on a perdue. Une part de nous qui nous échappe, que l'on voudrait refouler, oublier ou parfois même effacer totalement de notre existence. Mais cette ombre, qu'on le veuille ou non, elle fait partie de nous. Et c'est ce que Peter Pan nous montre en voulant à chaque fois la rattraper. Il veut l'intégrer à lui. C'est là en fait que le lien avec l'ouvrage de Chloé Bloom prend tout son sens. Vouloir devenir la meilleure version de soi, on l'entend beaucoup, ce n'est pas être uniquement la lumière, et c'est ça qu'elle nous présente dans ce livre, et ce que j'ai beaucoup aimé et apprécié. Ce n'est pas seulement être aligné, bienveillant ou dans le contrôle de soi, c'est aussi accueillir la totalité de ce que nous sommes. De la lumière à l'ombre, de l'ombre à la lumière, de l'un en passant par l'autre, en passant par toutes les nuances, les mouvantes, les changements, parfois chaotiques, qui nous composent. Notre monde adore tout opposer. Le bien ou le mal, la lumière ou l'ombre, le positif ou le négatif. Mais si on allait plus loin que cette lecture binaire, et si au lieu de rejeter l'un pour glorifier l'autre perpétuellement, on apprenait à explorer cette richesse intérieure, ce dialogue entre ombre et lumière. Parce que c'est peut-être ça, finalement, l'exploration la plus vraie, celle de notre propre complexité, de nos contradictions, de nos cycles, de nos saisons intérieures. C'est pas dans cette rencontre que naît une lumière bien plus profonde, c'est celle de la conscience. Alors, si vous me suivez toujours jusque-là sur le podcast, on va encore aller plus loin. Parce qu'à mon sens, parler de ces parts d'ombre, c'est aussi oser parler de notre bipolarité intérieure. Non pas au sens pathologique du terme, mais au sens fondamental, humain. Nous sommes faits de contrastes, de dualité, de paradoxes, et c'est ça qui nous rend vivants. Cette bipolarité, on la retrouve dès l'origine de la vie, et si on remonte à la base même de notre création, à ce premier moment où tout a commencé, on découvre une union. Celle de deux polarités, le masculin et le féminin, l'énergie homme-femme, présente en chacun de nous. Ces énergies, que l'on pourrait aussi nommer yin et yang, coexistent en permanence et elles ne sont pas là pour s'annuler ou se neutraliser, mais pour finalement s'équilibrer, se répondre, se sublimer. L'une ne vit pas sans l'autre. L'une ne peut pas exister sans l'autre. L'une vient enrichir, approfondir, mettre en relief l'autre. Et c'est là où l'idée d'un soi unifié ne veut pas dire, être effacé, les opposer, mais au contraire, les reconnaître tous les deux, leur donner de la place et leur permettre de coexister dans une harmonie mouvante, parce qu'on est en perpétuelle évolution, en perpétuel mouvement. Parce que l'équilibre, c'est pas quelque chose de figé, c'est vraiment une danse permanente, un ajustement subtil entre ce qui monte, ce qui descend, ce qui agit et ce qui accueille. Alors non, nous ne sommes pas uniquement des êtres lumineux, nous sommes entièrement et profondément humains, ne l'oubliez pas, tissés d'ombre et de lumière, de force, de vulnérabilité, de feu, d'eau, de visible et d'invisible. C'est peut-être en acceptant cette bipolarité naturelle, cette oscillation entre nos pôles, qu'on devient plus vrai, plus libre et plus vivant. Et parfois, dans cette danse, parce que pour moi vraiment c'est une danse, c'est un mouvement un peu sans fin entre les polarités, on peut ressentir, peut même se faire ressentir très concrètement, vous savez, ces mouvements où on agit à côté de soi,
où on a l'impression d'avoir été quelqu'un d'autre. Ces phrases qu'on dit tous les jours, et ça, c'est Chloé Bloom qui l'expose dans son livre. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Je n'étais pas moi-même. Eh ben si, justement, c'était une part de vous. Cette part plus cachée, plus souterraine, votre ombre. Dans la mesure où il n'y a pas de pathologie, c'est simplement une facette de vous-même qui s'exprime, qui a pris la parole, parce que quelque chose en vous avait besoin de s'exprimer, de s'échapper. Chloé Bloom le résume magnifiquement dans une phrase puissante. Votre ombre est une lave en fusion qui coule sous terre. Et cette image a vraiment résonné très fort pour moi. Une vraie synchronicité d'ailleurs, 2 ou 3 jours avant, je regardais une vidéo qui parlait des signes du zodiaque et la créatrice disait quelque chose d'assez original. Elle sait que le scorpion est un signe d'eau, mais pour elle, l'eau du scorpion, c'est de la lave en fusion. Et là, j'ai vraiment souri parce que moi, je suis de ce signe-là et cette fusion intérieure, cette intensité brûlante, mais contenue, je la ressens vraiment profondément à l'intérieur et c'est exactement ça, c'est de la lave, c'est comme une envie parfois d'exploser, de rugir, une force vraiment intérieure qui bouillonne en moi. Et ça m'a donné une idée. Pourquoi ne pas explorer à travers un tirage que je vous ferai sur ma chaîne YouTube, comment vos cartes peuvent refléter, comment les cartes peuvent refléter votre part de lumière, votre part d'ombre, selon votre signe astrologique, parce que oui, les cartes, elles parlent aussi de ça, elles viennent nous montrer les forces qui cohabitent en nous, ce que l'on voit et ce que l'on peut cacher. Puis, il y a une chose importante que j'aimerais souligner, c'est au niveau des comportements. Vous savez, les comportements où on va se dire, bon tiens, c'est pas comme d'habitude, j'ai pas été comme d'habitude, je me suis pas reconnue, mais ils sont pas toujours négatifs. Parfois, c'est vraiment une belle surprise qui émerge. Vous avez été à l'écoute, alors que finalement, vous pensiez impatient. Vous avez pris un risque, alors que d'habitude, vous vous définissez comme quelqu'un de prudent. Vous avez osé dire non, alors que vous avez toujours tendance à dire oui. Et bien ici, ce sont aussi toutes vos ressources cachées, vos potentiels encore inconnus, qui surgissent à ces moments-là. Ce n'est pas uniquement l'ombre que l'on craint, c'est aussi l'ombre de ce que l'on n'a pas encore exploré en soi. Et parfois, elle vous révèle que vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Parce qu'on a tendance à ne pas avoir confiance en soi, à se sous-estimer, à ne pas avoir travaillé l'estime de soi et à penser qu'on est toujours moins que quelque chose, que quelqu'un parce qu'on se compare constamment. Il y a un autre élément essentiel dans cette exploration de notre ombre, c'est l'autre. Parce que oui, notre ombre peut aussi être révélée par la lumière des autres. Dans ses écrits, Chloé Bloom l'explique très simplement et très fluidement. Quand une personne extérieure déclenche en vous des émotions fortes, des réactions d'agitation, de rejet, d'énervement, voire de jalousie, mais posez-vous cette question. Et si c'était un effet miroir? D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que c'est l'effet miroir? Je vous l'explique. L'effet miroir, c'est une notion qui a été mise en avant par la psychologie jungienne, notamment Carl Gustav Jung, encore lui, vous allez me dire, parce qu'on en parle souvent, qui parlait de projection. L'idée est simple, mais assez puissante. Ce que vous allez percevoir chez les autres vous parle de vous, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Dans le côté négatif, prenons un exemple. Vous voyez quelqu'un très sûr de lui qui prend toute la place et ça vous énerve. Demandez-vous, mais qu'est-ce qui vous dérange dans cette situation? Est-ce vraiment cette personne ou est-ce que ça touche votre propre difficulté à prendre votre place, à vous affirmer? Peut-être que cette assurance que vous lui reprochez est une qualité que vous ne vous autorisez pas encore à incarner. Dans le côté positif de la chose, à l'inverse, on va dire que vous admirez quelqu'un pour sa douceur, sa créativité, sa spontanéité. Et là encore, c'est un effet miroir. Cette lumière que vous voyez chez l'autre, elle existe aussi chez vous. Mais elle a peut-être été mise de côté, oubliée, étouffée. Ce que vous aimez chez l'autre,
peut être une invitation à réveiller une partie de vous-même. Vous savez, ce qui est beau avec cette métaphore du miroir, quand on parle d'effet miroir, c'est que la lumière se reflète toujours sur une surface qui peut la recevoir. Un miroir n'émet pas la lumière, il la renvoie. Alors, si quelqu'un vient éveiller quelque chose en vous, c'est bien que cette lumière ou cette ombre existe déjà en vous. Et cette ombre, elle ne s'est pas construite par hasard. Elle se forme dès l'enfance, parfois même très tôt. C'est comme une petite valise invisible qu'on commence à remplir de toutes les choses que l'on croit devoir cacher pour être aimé. Les colères, les pleurs, les peurs, les rêves jugés vraiment trop grands, les envies d'indépendance, les émotions trop fortes, tout ce que l'on pense qui repousse l'amour des autres, on va doucement le mettre de côté, le mettre dans cette valise. Et là, j'ai envie de vous dire quelque chose, surtout pour les parents. L'une des plus belles choses que vous puissiez offrir à vos enfants, c'est de l'aimer même dans la tempête. Pas malgré la tempête, avec la tempête, avec elle. Vous ne pouvez pas éviter les limites ni les frustrations, ça c'est sûr. Vous ne pouvez pas enlever un cadre sécurisant. Il y a un cadre à poser, mais ce cadre peut coexister avec un amour inconditionnel. Dites-lui, montrez-lui, encore et encore. Je t'aime, peu importe ton comportement. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter mon amour. Parce que c'est dans cette zone de sécurité-là que l'enfant pourra accueillir ses parts d'ombre sans en avoir honte, sans chercher à les fuir ou à les cacher. C'est aussi comme ça qu'il apprendra à faire de même une fois adulte et pour les propres générations à venir. Imaginez une fleur. Prenez un instant pour observer une fleur si vous êtes dehors ou imaginez-la dans votre esprit. Dites-vous qu'une fleur qui pousse peut avoir des pétales abîmés, des couleurs nuancées et parfois même une forme inattendue. Et pourtant, cela ne l'empêche pas de grandir, de s'épanouir, de dégager un parfum délicat. Elle est unique. Surtout, elle est exactement ce qu'elle doit être. C'est un peu comme la croissance d'un enfant ou même notre propre croissance intérieure. Chaque imperfection, chaque nuance, chaque repli de l'âme fait partie de notre nature profonde. Ce n'est pas parce qu'un cycle se termine, qu'une saison passe, que nous allons revenir exactement identiques au cycle précédent. Chaque passage, chaque phase est une invitation, est un apprentissage, une évolution. Mais en aucun cas cela n'efface votre identité. Comme certaines fleurs qui vont refleurir différemment selon les saisons, selon le climat, selon la lumière, la terre, les tempêtes qui vont pouvoir avoir autour d'elles, nous aussi nous sommes en perpétuelle transformation. C'est dans ces cycles, dans ces passages d'ombre et de lumière que notre être se révèle dans sa complexité. Mais voilà, travailler sur son ombre demande de grandes choses, et notamment l'authenticité. Ce mot, il est fort. Il vient du latin authenticus, qui signifie qui émane de l'auteur lui-même. Original, véritable. Autrement dit, être authentique, c'est être l'auteur de sa propre vie, dans toute sa vérité. C'est explorer, intégrer toutes les parties de soi, même celles qu'on a cachées, rejetées ou oubliées. C'est pas facile. C'est un chemin de courage, mais aussi de libération. L'authenticité, ce n'est pas être parfait. Attention, non. C'est être aligné avec son pouvoir personnel. C'est reconnaître toutes ses facettes, lumière et ombre confondues, et pouvoir dire « je suis moi, je suis légitime d'être moi ». Et c'est ça la magie de l'ombre. Quand elle est reconnue, elle devient une force, vraiment une matière vivante,
et elle devient même beauté. Mais alors vous allez me dire, qu'est-ce que la vérité ? Si on revient là encore à l'origine de ce mot vérité, veritas, issu de verus, ce qui est vrai, réel, authentique, ce n'est pas un hasard si ce mot est si proche de ce qu'on appelle authenticité. Être authentique, c'est porter en soi sa propre vérité, celle qui nous est propre et parfois même celle qu'on découvre en chemin. Mais attention, la vérité, c'est pas un bloc figé, une seule réalité, c'est-à-dire une seule réalité à laquelle tout le monde devrait se conformer. La vérité, c'est une perspective. Elle dépend du regard, de la place que l'on tient, de notre vécu, de notre sensibilité. Elle dépend aussi de notre histoire. On parle souvent de 4 formes de vérité. La vérité objective, qui serait celle qu'on observe, mesurable, vérifiable. Elle semble neutre, mais elle dépend souvent d'un cadre dans lequel elle est définie. La vérité subjective, là, c'est notre propre perception personnelle, nos ressentis, notre vécu, elle n'est pas scientifique. 2 personnes peuvent vivre la même scène en ayant une lecture totalement différente parce qu'ils n'ont pas le même prisme, la même vision des choses. Il y a une vérité qu'on appelle normative, ce que la société considère comme vrai ou juste. C'est la vérité qui s'impose à nous par des règles, des normes et des codes, celles que tout le monde va accepter. Et il y a la vérité positive, celle qui fait du bien, qui construit, qui élève. Et c'est souvent une vérité choisie, c'est votre vérité, que vous allez intégrer et assumer, que vous allez porter. Et puis peut-être qu'il y a d'autres vérités encore plus fines, plus intimes, des vérités de l'instant, des vérités mouvantes. Car, comme je le dis, nous sommes humains. Nous faisons l'expérience de cette infime partie de la vérité. Et c'est déjà beaucoup, mais nous ne connaissons pas tout. Nous n'avons pas tout appris. Et nous ne savons peut-être pas toutes les vérités. Alors, est-ce que j'aimerais, moi, qu'on ne me dise rien sur moi-même, qu'on ne me renvoie jamais rien dans cet effet miroir, dans ces vérités? Non. Ce serait terriblement fade, terriblement ennuyant. Et j'en serais pas là à vous créer des podcasts et à vous partager aussi tout ce contenu. Parce que c'est dans ce que les autres perçoivent de nous, dans ce qui nous fait réagir, dans ce qui pique ou touche, que l'on se rencontre vraiment. Mais attention, quand on vous dit quelque chose sur vous, c'est que c'est sincère, que c'est exprimé avec le cœur. Avant de répondre, même si vous n'êtes pas d'accord, finalement, intérieurement, vous pouvez dire merci. Pas merci, mais juste merci. Parce que ce moment, c'est une opportunité pour vous de découvrir, de faire le lien avec l'effet miroir dont on a parlé déjà avant, qu'il soit positif ou négatif. C'est vrai que sur l'instant, c'est hyper compliqué, hyper oppressant, parce qu'on a envie de répondre tout de suite, parce qu'il faut avoir un recul de fou pour pouvoir amorcer et se dire « Ah, je suis dans... Attends, qu'est-ce que ça me rappelle? Qu'est-ce que ça évoque chez moi? Qu'est-ce que ça vient faire écho à l'intérieur ?» C'est souvent, sur le coup, difficile, voire pour certains, ça paraît impossible. C'est pour ça qu'il faut entraîner votre cerveau. Quand vous vivez des situations positives, négatives, vous pouvez tout à fait les poser sur papier ou alors vous interroger plus tard, dans plusieurs heures, dans quelques jours, et vous rappeler la scène et vous dire qu'est-ce que c'est venu travailler chez moi, où il y avait un lien pour moi dans cet effet miroir. Dans l'effet miroir, pour vous aider, et de manière générale pour vous aider, accédez au rire. Le rire, c'est un outil magique pour désamorcer nos parts un peu reloues, chiantes, exigeantes et fatiguées. Et c'est vrai que Chloé Bloom là-dessus a totalement raison parce qu'elle le met aussi en avant que le rire est un magnifique pouvoir que l'on a, un pouvoir dont on n'a pas conscience et un pouvoir dont on ne sait pas se servir. C'est pas pour se ridiculiser, non,
pas pour se moquer de nous-mêmes, mais pour regarder avec tendresse celui qui débarque un peu en mode je sais tout. Celle qui veut toujours tout contrôler, ou celui qui veut toujours tout contrôler, qui veut être parfait, qui veut être reconnu, et lui dire bon c'est bon, je t'ai vu, là tu m'as bien fait marrer, allez viens on avance tous les deux, main dans la main, on le fait. Parfois on va pas rire du tout. Vous n'allez pas trouver l'énergie, ni la lucidité, ni le recul nécessaire pour accéder à ce rire, parce que c'est chargé émotionnellement. Ah bah c'est ok, tant pis, vous en rirez peut-être plus tard. Dans ces moments-là, soyez juste là, pour vous. Pas pour vous corriger, pas pour vous conseiller, juste pour vous prendre finalement dans les bras, comme une amie douce qui dit « je t'aime ». Même comme ça, et finalement surtout comme ça. Avoir un certain recul sur soi-même, c'est travailler tous les jours sur soi. C'est revenir tous les jours à soi, revenir à sa propre vérité et à sa propre authenticité. Nos vies de tous les jours parfois nous embarquent dans un rythme effréné et on n'a pas le temps de revenir à l'essentiel. On n'a pas le temps parce que on est embarqué dans le train et on prend le wagon et puis on continue. Mais il y a un moment où le wagon il va s'arrêter. Et c'est là où vous allez pouvoir décharger, rire et poser les choses. Ce que l'on prend pour une émotion négative, comme à l'agitation, l'agacement, c'est pas que vous êtes trop ou pas assez. C'est votre corps finalement qui réagit. Vous savez, ces situations où vous allez bouger dans tous les sens, avoir une agitation qui va agacer les autres, vous allez voir les autres souffler autour de vous, et bien là, c'est votre corps qui parle. Et Chloé Boom en parle très bien. Nous avons 2 systèmes nerveux complémentaires et elle les met en avant pour expliquer tout ça. Le système sympathique qui est là pour vous protéger, pour nous faire réagir, fuir ou combattre. Et le système parasympathique qui vient au contraire nous apaiser, nous ramener à la sécurité intérieure. Quand quelque chose ou quelqu'un vous dérange profondément, c'est pas toujours rationnel. On ne sait pas pourquoi quelqu'un nous revient pas. C'est que votre système nerveux perçoit un danger, une tension, une blessure finalement qui est non résolue, une mémoire. Ça ne vient pas de l'autre, mais de l'intérieur de vous. Et c'est là que l'effet miroir devient évident. Vous ne réagissez pas à l'autre, vous réagissez à ce que ça éveille chez vous. Ce que vous ressentez ne sera jamais universel. Ce que vous ne supportez pas chez quelqu'un, un autre peut le trouver charmant ou voire insignifiant. Ça n'a pas la même valeur, la même saveur, la même odeur. Parce que ce que ça dit, ce n'est pas sur eux, mais sur vous. Et vous n'êtes pas tout le monde. Si vous êtes parent, vous avez probablement déjà ressenti ce déclencheur très fort, un comportement chez votre enfant qui vous épuise, vous agace, vous pousse à bout. Et c'est pas un problème. C'est souvent un écho de votre propre passé. Une partie de vous que vous avez dû taire, cacher, contrôler pour vous sentir aimé, estimé. Votre partenaire, lui ou elle, ne réagira peut-être pas du tout comme vous. C'est là qu'on va pouvoir retrouver certaines tensions éducatives qui peuvent apparaître. Des attentes se heurtent parce que vous n'avez pas la même vision des choses. C'est pour ça qu'il est important de parler, de communiquer, d'éducation, de vos attentes, de pourquoi vous souhaitez ça. Qu'est-ce qu'il y a autour de toutes ces attentes, de tous ces besoins que vous espérez, parce que chacun projette ses propres blessures sur ce petit être qui n'a rien demandé. Mais rappelez-vous ceci, vos enfants ne sont pas là pour vous défier. Ils sont là pour vous révéler, vous faire grandir, pour que vous soyez dans la croissance de vous. Ce sont vos plus grands maîtres, surtout quand ils appuient là où ça fait mal. Ces déclencheurs ne viennent pas de nos enfants, mais d'une situation du quotidien, d'un mot lancé, sans intention chez eux. C'est là que la vie nous tend un miroir inattendu. Je voudrais partager avec vous un exemple tout simple, mais profondément révélateur qui m'est arrivé. Je vous partage donc une situation où j'ai été questionnée, mon intérieur. Je suis dans une salle d'attente, l'ergothérapeute avec mon fils. Je lui parle calmement et je lui demande s'il a bien chargé son ordinateur pour l'école. Je lui propose aussi l'idée d'avoir 2 clés USB pour faire un roulement entre ce qu'il donne à la maîtresse et ce
qu'elle lui remet. Pour vous placer le contexte, cette année, la maîtresse a dit à mon fils en fait qu'il y avait des difficultés à l'écriture. C'est quelqu'un qui est un très bon élève au niveau des apprentissages et il a beaucoup de culture et de connaissances. Par contre, l'écriture lui pose beaucoup de problèmes et je parle pas au niveau grammaire, orthographique, conjugaison. Je parle juste du geste de l'écriture et il s'est avéré qu'il avait une dysgraphie qui a été prise trop tard en compte et du coup on a dû faire des suivis ergothérapeutes pour qu'il puisse y avoir l'introduction éventuellement d'un ordinateur quand il y avait beaucoup de textes à copier, sachant que l'année prochaine c'est l'entrée au collège. Voilà, dans la salle d'attente, rien d'énorme, juste moi, une maman qui pense à organiser au mieux les choses. Puis vient notre tour, on rentre dans le bureau et là l'ergothérapeute me demande: vous êtes stressée aujourd'hui ? Sur le moment je lui réponds non, pas du tout. Je suis étonnée et je me dis pourquoi elle me pose cette question. Et elle me dit: c'est étonnant parce que la dame d'avant m'a dit que vous sembliez stressée à propos de l'ordinateur de votre fils. Et là mon premier réflexe, vraiment un agacement en moi, et je me le suis dit au fond de moi-même, pour qui elle se prend ? Elle me connaît pas. Elle se permet de parler de moi, d'interpréter ce que j'aurais éventuellement ressenti. Puis après ce premier élan, je me suis arrêtée. J'ai arrêté ce flux de pensée parce que du coup la priorité c'était de parler de mon fils, de parler de ce rendez-vous. Et j'ai observé par la suite qu'est-ce que cette situation disait de moi. Pourquoi ça m'a piqué au vif dans cette situation où était l'effet miroir. Et là, plusieurs prises de conscience sont arrivées. Déjà, le besoin de légitimité. Je me suis sentie blessée parce qu'on interprétait des choses sans me connaître, sans m'avoir demandé. Et je veux être reconnue pour ce que je suis, pas à travers le regard déformé des autres. Il y a aussi le respect de la parole. Cette personne a parlé à ma place, elle a mis des mots sur une émotion qui ne m'appartenait pas. Est-ce que moi aussi, parfois je fais ça? Est-ce que ça m'arrive de déduire des choses, de juger ou de projeter un ressenti sur l'autre sans vérifier? Mais totalement. Oui, je le fais, je le sais. Et si le miroir me montrait ma propre peur? La peur que l'on me voit de travers, la peur d'être mal comprise, la peur qu'on raconte quelque chose sur moi qui ne me correspond pas à ce que je suis. Ce miroir, il me parle d'identité, de légitimité, de cette envie profonde d'être entendue avec justesse, d'être reconnue d'être reconnue dans mes émotions, mais dans celles qui sont justes. Et à travers aussi ce miroir, le travail sur moi peut s'amorcer sur ma relation à l'image, sur ma propre tendance à interpréter, sur le respect de la parole et de la perception de l'autre. Et puis, en prenant un peu de recul, j'ai vu autre chose aussi. J'ai vu la beauté finalement de cette situation. Cette femme, sans le savoir, elle m'a offert une opportunité précieuse. Celle de me reconnecter à mon centre, à ma vérité. J'ai pu observer ce qui en moi avait encore besoin d'être accueilli et rassuré. J'ai vu finalement que ce genre de situation, mais je le savais puisque je le fais régulièrement, me permet de me positionner avec calme, sans justification, et dans ma justesse intérieure. J'ai vu aussi que je n'ai pas besoin de convaincre l'autre de qui je suis, que ma paix, elle ne dépend pas de la perception extérieure. Et surtout, j'ai compris que moi aussi, je suis parfois ce miroir pour les autres. Peut-être qu'un mot que j'ai dit sans intention a pu réveiller quelque chose chez cette dame. Et si je suis ce miroir, alors je peux aussi choisir d'être finalement un miroir bienveillant. Et ça, c'est de manière universelle que je vous le dis. En prenant conscience des effets miroirs, on sort du rôle de victime, on rentre dans une posture d'accueil et de présence à soi. Et c'est là que commence la vraie liberté. Je vais faire un lien qui va vous sembler peut-être un petit peu farfelu, mais notre sexualité est une voie d'accès direct à notre part d'ombre. Mise à nu, au sens propre comme au sens figuré, elle révèle bien plus que notre corps. Elle met en lumière notre vulnérabilité, nos peurs, nos besoins profonds, notre élan véritable. Et explorer ses désirs, c'est pas simplement une aventure physique, c'est une plongée dans l'inconscient, c'est une invitation à se rencontrer véritablement et se rencontrer vraiment. L'auteur évoque
le tantra comme une porte vers cette reconnexion. Et contrairement à ce que l'on croit souvent, le tantra, ce n'est pas un art de l'union charnelle, c'est vraiment un chemin de conscience et il propose de vivre chaque sensation, chaque émotion, chaque mouvement du corps comme une méditation. Et dans cet espace sacré, il devient possible de voir surgir des blessures anciennes comme rejet, abandon, honte, contrôle. Le tantra ne les fuit pas, il les embrasse, il les enveloppe. Et il nous apprend à rester présent face à ce qui remonte à la surface, à aimer sans condition ce que l'on découvre de nous, même si c'est inconfortable. Il ne guérit pas à notre place, mais il nous guide pour ne plus fuir. Le tantra, je vous en parlerai aussi dans un autre podcast que je suis en train de préparer, qui est axé sur un livre de Slow Sex et qui en fait explique, pour vous donner une petite mise en bouche, que la sexualité est tellement dans l'excès aujourd'hui, dans l'excès d'excitation, dans l'excès de plaisir, dans l'excès de vouloir plus et d'être performant, qu'on en oublie de se recentrer sur nous, sur notre corps et tout simplement sur nos envies profondes. Et donc, cette part d'ombre qu'on cache à travers les désirs de l'autre pour faire plaisir, parce qu'on a l'impression que finalement, si on fait plaisir à l'autre, c'est ce que la sexualité attend de nous, alors que pas du tout. Mais je vous en parlerai plus en profondeur dans un podcast vraiment dédié à la sexualité consciente. Ici, pour revenir à nos moutons, c'est le cas de le dire parce que je vais parler de rêves, il y a les rêves et cet autre espace mystérieux où l'inconscient se déploie librement. Ce que nous n'osons pas dire ou ressentir en plein jour, nos rêves le murmurent à l'oreille de notre âme. Et il nous montre des visages, des symboles, des scénarios qui bien souvent révèlent un besoin inassouvi, un cri du cœur oublié, une part de nous mise de côté. Cette part d'ombre sont des appels au secours, non pas pour être effacés, mais pour être vus, compris, aimés. Dans cette exploration de nous-mêmes, la spiritualité peut devenir un refuge ou voire un piège. Et c'est là qu'il y a un jeu de mots qui s'impose entre eux. Elle peut être un éveil ou une veille. Une veille douce, presque confortable, où l'on flotte sur des discours lumineux sans jamais vraiment descendre au fond de soi. Mais le véritable chemin spirituel, c'est pas celui qui vous allège de vous-même, c'est celui qui vous réveille à toutes vos facettes. Comme je vous l'ai dit, et je le répète, pas pour fuir l'ombre, mais pour l'illuminer de votre présence. C'est un travail délicat et l'auteur Chloé Bloom rappelle avec justesse que vos alliés sont simples mais puissants. Le rire pour désamorcer la gravité, le courage pour oser aller là où c'est inconfortable, la compassion pour ne pas vous juger en route et la sincérité absolue, cette vérité nue, sans masque, qui seule peut vous rapprocher de vous. Alors voilà. Explorer ces parts d'ombre, ce n'est pas une destination, c'est une danse, un mouvement subtil entre ombre et lumière, entre chute et élévation, entre peur et authenticité. C'est oser descendre dans ces profondeurs, non pas pour s'y perdre, mais pour s'y retrouver. C'est accepter de ne pas toujours tout comprendre, mais choisir de ressentir. C'est lâcher les masques, les faux-semblants, les illusions, et tendre la main à l'enfant blessé, à l'adulte en quête, à l'âme en éveil. Oui, il faut du courage, mais aussi, comme je vous l'ai dit, de l'humour, de la tendresse et surtout de la présence. Car chaque inconfort est un passage, chaque réaction un indice, chaque miroir une opportunité à saisir. Ce podcast, ce livre, ce moment partagé sont autant de clés pour vous rappeler que votre lumière ne sera jamais complète si vous fuyez votre ombre et que l'ombre, elle aussi, a quelque chose à vous apprendre, quelque chose d'essentiel, quelque chose d'intime, quelque chose de vrai. Alors je vais vous laisser sur une question. Et si votre plus belle renaissance commençait là où vous n'avez pas encore osé regarder?
J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute parce qu'on arrive à la fin. Je vous remercie pour votre courage d'aller en vous et surtout merci d'exister en entier. Je vous prépare aussi une méditation axée sur la découverte de votre ombre. Nous allons plonger un petit peu dans votre grotte et je la mettrai en bonus de ce podcast parce que j'ai vu que les méditations étaient quelque chose qui plaisait beaucoup. Je prenais aussi moi-même beaucoup de plaisir à vous les partager. Alors je vous invite à me suivre aussi, à liker, commenter et partager ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi pour une guidance, pour aller découvrir votre ombre, pour du développement personnel. Mon outil principal sont les cartes et je reste disponible aussi pour répondre à vos questions parce que j'adore partager avec vous et pouvoir vous lire et lire vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration et n'oubliez pas de me rejoindre pour encore plus de partage avec moi. À bientôt! Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me suivre et à le partager. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et YouTube sous le nom de l'Étoile de Xena, une page enchantée. Ou simplement en me soutenant sur ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de trouver chaque jour un élément positif qui va vous permettre de vous endormir avec le sourire.